comme invités deux intervenants, en la personne de M. Seznec, qui est médecin psychiatre, conférencier et aussi auteur, et puis M. Martial Bouladou, qui est psychologue, et ils auront donc la belle et lourde tâche ce soir de vous empêcher de dormir. Mais on est certain qu'ils vont y arriver. Donc on va leur laisser la place dans un instant, environ une cinquantaine de minutes, après quoi vous aurez donc tout le loisir de pouvoir leur poser des questions. On aura un temps de questions-réponses, d'échanges, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir cette interaction avec le public, et puis on vous fera ensuite quelques annonces. Je tiens à remercier M. Seznec et M. Bouladou pour leur présence. Merci d'être au milieu de nous ce soir, et on vous laisse toute la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir ici, et puis merci à vous de venir un vendredi soir comme ça, de donner un peu de temps à cette soirée. Juste, je voudrais rajouter que c'est aussi fait en collaboration avec la CPDS, la communauté de professionnels de territoire de santé, j'arrive jamais à le dire, mais c'est important qu'ils regroupent tous les professionnels de santé, et c'est des dynamiques qui sont intéressantes pour essayer de travailler tous ensemble, de faire du lien dans les prises en charge, et les conférences font partie de cette manière d'influer sur le territoire. Et d'ailleurs, la conférence, vous pourrez la retrouver, si tout va bien, sur la chaîne YouTube de CPDS. Donc on va essayer de vous parler des addictions. C'est un très vaste sujet, et comme c'est un très vaste sujet, on restera un petit peu global, de définir un petit peu les choses. Donc on va partager notre temps en deux parties. Donc moi je vais vous présenter les addictions de façon générale, et puis Martial plus l'aspect psychothérapeutique. Alors c'est vrai que c'est un gros problème, les addictions en France, et aussi particulièrement en Bretagne. C'est une région qui est malheureusement très touchée par les addictions. Je vous ai mis quelques chiffres comme ça. En 2017, en Bretagne, 10,7% de la population consomme quotidiennement de l'alcool. 43,5% des 18-30 ans consomment de l'alcool de façon hebdomadaire, alors qu'en France, c'est simplement 32,5%. Donc vraiment, en Bretagne, il y a une surconsommation de l'alcool. C'est un vrai fléau social ici. La Bretagne est la deuxième région où on expérimente le plus le cannabis. Plus d'un Breton sur deux a déjà expérimenté ce type de drogue au cours de sa vie, et 11,3% en ont consommé sur les 12 derniers mois. La Bretagne est la deuxième région dont les habitants ont le plus testé le cannabis derrière l'Occitanie, et la troisième en termes de consommation dans l'année derrière l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Pour des usages plus réguliers ou quotidiens, la Bretagne est en revanche en fond de classement pour la consommation quotidienne de cannabis par rapport à la moyenne nationale. Donc les Bretons expérimentent aussi beaucoup d'autres drogues. Ils sont 5,3% à avoir testé au moins une drogue autre que le cannabis, soit le taux le plus élevé en France. Ils sont également ceux qui expérimentent le plus le MDMA et l'ecstasy, 3,2%, la cocaïne 2,6% ou la kétamine 2%. A l'inverse, les jeunes de la région font partie de ceux qui testent le moins l'héroïne, 0,2%, c'est l'avant-dernière région, et le crack. Puis il y a une augmentation de l'usage de la cocaïne, et je discutais il n'y a pas très longtemps avec un policier ici, et il disait que vraiment il y avait une explosion de la consommation de l'héroïne et de la cocaïne. Donc les addictions en Bretagne sont un vrai problème social, alcool et drogue. Donc l'un des grands spécialistes de l'addiction, c'est le docteur Laurent Cardella, qui est à l'hôpital Villejuif dans le sud de Paris. Et il dit que l'addiction, ça suit la règle des 5 C. C'est-à-dire la perte de contrôle, l'envie irrépressible de consommer, la compulsion, l'activité compulsive à consommer, et le C comme conséquence, un usage continu malgré les conséquences négatives, et un usage continu. C'est important de définir les addictions, parce que souvent on confond les addictions à la mauvaise utilisation des fois de substances ou d'outils, comme on verra par la suite. C'est deux choses différentes, la mauvaise utilisation et l'addiction qui crée cette dépendance et qui fait qu'on est aliéné à la substance qu'on consomme. Alors, la drogue,
Je fais une petite pause. Tout ce que je vous ai mis là, c'est pris d'un site internet qui est vraiment génial, qui s'appelle Raptor Psy, où vous avez plein de documents pour les professionnels qui sont gratuits, des fiches qui sont gratuites sur plein de sujets. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller dessus pour, dans tout ce qui est neuropsy. Il y a plein de documentation, de fiches techniques qui sont extrêmement utiles. Raptor Psy. Comme c'est Raptor, c'est pour ça qu'il met des dinosaures sur ses décors. Non mais ici, c'est quoi? Et je trouve que c'est très dans les valeurs de partager les choses comme ça. Donc la drogue, alors pour l'AMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, hein, c'est toute substance naturelle ou synthétique qui agit sur le système nerveux central et qui peut modifier la conscience et le comportement de l'utilisateur. La difficulté, c'est que autrefois il fallait importer ces drogues. Maintenant, sur Internet, tous les jeunes ils peuvent avoir leur petit type de chimie pour fabriquer à la maison très facilement les drogues, et les drogues qui sont sur le marché, ils sont en avance par rapport à la répression, ce qui pose différents problèmes. Et puis même, on a accès à Internet à toutes les plantes, des fois banales, qu'on a dans son jardin, qui sont toxicomaniaques, sans parler des champignons. En Bretagne, on a la psilocybine, les petits champignons comment c'est le chanteur qui mangeait oui, mange-moi. Je ne sais plus, du groupe Billy the Kid. Donc on trouve ça dans les champs. Donc c'est un accès très facile et donc c'est pour ça que la lutte contre la drogue est très difficile, parce que les gens qui consomment ont toujours un temps d'avance sur la répression et sur le contrôle de ces consommations. Donc en psychiatrie, on classe les maladies dans un livre qui s'appelle DSM-5, et on propose des critères de classification pour les addictions qui seront évalués selon le nombre de critères remplis par la personne évaluée. Et l'un des critères, c'est le craving. Le craving, c'est l'envie furieuse de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique, cette envie furieuse, parce que ça crée un réflexe un petit peu pavlovien qui fait qu'on a du mal à se réfréner dans cette consommation. Par exemple, quelqu'un qui est addict à la cocaïne, il suffit qu'il voit même une bouteille de cocaïne, et hop, il est happé par l'envie furieuse. Même un C, il peut y avoir des réflexes pavloviens très forts, très intenses, qui amènent la personne de façon irrépressible à consommer. C'est pour ça qu'une grande partie des traitements que l'on donne dans les addictions, c'est des médicaments anti-craving, contre cette envie furieuse de faire quelque chose. Donc ça, c'est un terme qui est assez important à connaître. En fait, une perte de contrôle qui fait qu'il y a une sorte d'obsession à rechercher le produit. Et puis, plus on en consomme, plus il y a une tolérance au produit. Et il y a un syndrome de sevrage si on arrête la consommation de ce produit. C'est ça l'addiction, il y a un syndrome de sevrage. Alors, quand on a un mésusage de certains outils, il n'y a pas de syndrome de sevrage. Par exemple, l'un des sujets un peu à la mode aujourd'hui, c'est de dire est-ce que, par exemple, il y a des addictions au téléphone ou tout ça, il n'y a pas de syndrome de sevrage, donc on ne peut pas considérer ça vraiment comme une addiction, mais plutôt un mésusage de cet outil moderne. Donc, la plupart des drogues, au début, ça fait plaisir, mais ça ne fait pas plaisir très longtemps, du fait de ce syndrome de sevrage. En fait, ça fait plaisir les 2-3 premières fois, quand on prend l'héroïne, quand on prend un certain nombre de substances, mais après, on prend la drogue pour apaiser la souffrance du manque. Donc c'est ça qu'il faut dire finalement aux jeunes, c'est que le bonheur ne dure pas très longtemps dans la toxicomanie, ça ne marche pas très longtemps. C'est après on essaye de lutter contre la souffrance que ça procure. Alors il y a des drogues qui sont dépresseurs, il y a différentes formes de drogues qui diminuent l'activité cérébrale pour anesthésier, apaiser, comme l'alcool, comme les opiacés, comme la morphine, l'héroïne, les tranquillisants, les anxiolytiques qui peuvent être source de dépendance, la kétamine, le GHB ou les solvants ou les cols. Il y a des drogues qui stimulent l'activité cérébrale, comme le tabac, la caféine, la théine, la cocaïne, les amphétamines, tout ce qui est les speed, le poppers, le crack. Et puis il y a des drogues qui créent des hallucinations, comme le cannabis,
les champignons, le gaz, l'hilarant, la MDMA, la phéncylidyne, j'arrive plus à prononcer. Donc, selon les drogues qu'on consomme, on ne recherche pas exactement le même effet. Vous allez détailler après? Parce que par exemple, moi, le 4, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le 4, j'ai un peu oublié le 4, c'est. J'ai oublié sincèrement ce que c'est. On est deux. On peut regarder sur le téléphone. C'est une plante, le 4, c'est une plante qu'on consomme en Afrique de l'Est. C'est pas les trucs qu'on mâchouille. Oui, oui, oui. Ouais, c'est les trucs qu'on mâchouille. Comme les feuilles de coca et tout ça. Donc en fait, comment ça marche tout ça, c'est que ça va stimuler le système de récompense qui passe via le système de dopamine, qui fait que plus on consomme, plus ça stimule le système de récompense, et donc on a envie de reconsommer, et ça crée une addiction comme un petit peu, j'ai faim, je mange, je suis content, donc j'ai envie de recommencer, et puis il y a une tolérance qui se met en place. Parce que si ça fonctionne bien, par exemple, si vous avez, imaginons, on vous fait un régime, on vous dit mangez que du chocolat, le premier jour vous mangez du chocolat, vous avez envie, le deuxième jour vous avez toujours envie, le troisième un peu moins envie, le quatrième ça vous écœure, et puis ça s'arrête. Alors que dans la toxicomanie, il n'y a pas cet arrêt qui se fait, parce qu'il y a la souffrance que ça occasionne, le sevrage que ça occasionne, fait qu'on a envie de continuer de plus en plus. Et donc, ça pervertit ce système de récompense, qui est le système hédonique ou le système du plaisir. C'est-à-dire que tous les drogues stimulent en fait le noyau accumbens, certaines zones cérébrales dans le tronc cérébral, qui sont même le thé, même la nourriture, ça stimule ces zones-là au niveau cérébral. Donc, le mécanisme de l'addiction, c'est qu'au début, ça crée du plaisir. Donc, comme ça crée du plaisir, on focalise sur le plaisir, sur cette substance. Mais le plaisir devient de moins en moins quotidien. Il y a une certaine accoutumance qui se fait, une certaine tolérance. Donc, on essaye d'augmenter la dose pour en consommer beaucoup plus. Et l'envie de consommer étant créée, c'est très pavlovien. Et l'individu a un besoin irrépressible de consommer le produit. Donc, il va le rechercher de façon compulsive, c'est ce fameux craving, pour essayer d'éviter le syndrome de manque qui est très douloureux. Il y a un vieux film des années 90 qui s'appelait Sid et Nancy, sur la vie de Sid Vicious. Et on voyait à un moment donné, ils sont dans une chambre en train d'essayer de se sevrer, mais ils se tordent de douleur, tellement c'est douloureux d'être dans ce manque. Et ce film montre particulièrement bien la douleur du sevrage. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, cette dépendance, du fait de cette tolérance qui nous amène de plus en plus à consommer. Donc il y a des drogues qui stimulent donc, notre cerveau, comme la morphine, mais aussi il y a différentes, à l'intérieur de notre corps, on a aussi des substances qui participent à nous faire du bien, comme les endorphines. Et vous avez par exemple la cocaïne qui stimule la dopamine, l'ecstasy qui stimule la sérotonine, et quant à l'alcool, va bloquer les récepteurs du glutamate. Donc il y a des récepteurs spécifiques dans le cerveau à ces drogues-là. Et on a même découvert dans le cerveau ce qu'on appelle le système opioïde, qui est un système nerveux avec des récepteurs qui participent à apaiser le système intérieur. C'est pour ça que finalement dans le cannabis, il y a le CBD qui fonctionne parce que ça va stimuler, pour le coup, pour la bonne cause, le récepteur opioïde. Et donc ces drogues-là, quand c'est de la drogue, ça va pervertir ce système opioïde que l'on a, et on a découvert grâce au cannabis qu'on avait des récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau, sur lesquels les drogues vont pouvoir se mettre dessus. Et donc c'est ce système à la fois intérieur
qui va être perverti, hein, comme ils disent sur la diapo, le match à l'intérieur de soi est faussé. Et donc, le produit part en stimulant soit directement le récepteur, soit en stimulant les systèmes endogènes, et ben, ça va créer cette dépendance. Donc à travers la toxicomanie, il va se créer plein de phénomènes autour, des phénomènes collectifs, des phénomènes de lien social. Ça crée l'identité du toxicomane, les gens qu'on croise, c'est tout un réseau social qui peut renforcer l'envie de consommer. On vit dans un environnement de drogue, un environnement familial, social, qui fait que la drogue a une certaine place et qui va renforcer ce système de consommation. C'est pour ça, de façon plus simple, moi j'aime bien dire que dans la toxicomanie, dans l'addiction, il y a des facteurs prédisposants, il y a des facteurs déclenchants et des facteurs d'entretien. Autrefois, il fallait beaucoup de facteurs prédisposants pour consommer de la drogue. Aujourd'hui, la drogue, les substances et les addictions sont tellement présentes dans notre société qu'il ne faut pas grand-chose, une mauvaise rencontre, une mauvaise situation, que les facteurs déclenchants sont tellement forts qu'on peut basculer facilement dans la toxicomanie. Et d'ailleurs, en France, on est des grands champions de consommation de cannabis, donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la société. Et puis, quasiment beaucoup de gens consommaient adolescents du cannabis ou des substances, mais c'est pas pour ça qu'on va continuer. Et donc, il va y avoir des facteurs d'entretien qui fait qu'à une première consommation, on a envie de continuer, ça va être une fausse bonne réponse d'un certain nombre de choses, comme on va voir par la suite, et qui fait que les facteurs d'entretien fait qu'on va rentrer dans cette spirale de la consommation. Donc, je vais passer plutôt à ça. Donc il y a des critères du trouble addictif qui sont les critères de Goodman. Des critères très précis pour dire que c'est une addiction. Donc l'impossibilité de résister aux impulsions et à réaliser ce type de comportement. Sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du comportement. Plaisir ou soulagement pendant sa durée. Sensation de perte de contrôle pendant le comportement. Et présence au moins d'un des 9 critères suivants. Préoccupation fréquente, intensité et durée. Tentative pour réduire, contrôler et abandonner, temps passé avant, pendant, après la consommation, survenu dans les obligations de la vie quotidienne, sacrifice et autres activités, perpétuation malgré la lucidité, tolérance, agitation ou irritabilité s'y manque. Donc si les critères sont présents plus d'un mois, on peut dire qu'il y a un trouble addictif. Alors, avec le temps, le concept de trouble addictif s'est généralisé. On dit qu'il y a des troubles addictifs à une substance et des troubles addictifs sans substance. Donc dans les troubles addictifs sans substance, ça peut être le jeu pathologique, ça peut être l'addiction au sexe. Moi, le hasard fait que je suis devenu un spécialiste de la trichotillomanie. C'est des femmes qui s'arrachent les cheveux à devenir chauves. Mais vous avez aussi la dermatillomanie, des gens qui peuvent rester des heures à se faire des boutons devant le miroir. Mais il y a aussi l'addiction à la course. Il y a plein d'Américains, ils ne peuvent pas faire un week-end, un jour sans course, ils sont toujours avec leurs chaussures, toujours avec leur sac, et ils se sentent mal s'ils ne peuvent pas courir chaque jour. Donc, et puis il y a les addictions alimentaires, que ce soit l'anorexie mentale ou la boulimie, et qui créent un petit peu toutes ces souffrances. Alors, il y a le jeu vidéo éventuellement. Après, se discute toujours, par exemple, l'addiction à la chirurgie esthétique. Les gens commencent par un truc, par un autre truc. On pourrait discuter, même s'il n'y a pas de est-ce que c'est un mésusage, comme je vous disais tout à l'heure, la chirurgie esthétique, mais aussi, par exemple, au tatouage. Il y a des gens qui commencent par un tatouage, un deuxième, un troisième, puis c'est sans fin, et puis ils se retrouvent complètement couverts. Alors, est-ce que c'est un mésusage ou une utilisation, une mauvaise utilisation de tout cela? C'est difficile à dire. En tout cas, pour Laurent Carrella, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment le grand spécialiste de l'addiction et qui a écrit plein de super livres sur le sujet,
Et lui, il considère que le téléphone, ça ne rentre pas dans les critères, dans l'addiction. C'est un mésusage de cet outil. Alors, la zone, pour moi, qui est la zone de fragilité, c'est l'adolescence. Donc c'est là-dessus que je souhaite plutôt m'attarder que plutôt sur ce qui vient d'être dit. C'est qu'à l'adolescence, il se passe pour moi un phénomène particulier qui est l'apparition d'un certain volcan émotionnel. Qui fait que tout s'emballe. Pensée, émotion, sensation physique, pensée, émotion, sensation physique. Et l'adolescent est souvent démuni par rapport à ce volcan émotionnel. Comme on ne lui a pas appris à gérer ce volcan émotionnel, eh ben, il risque de trouver des fausses bonnes solutions pour s'apaiser. Et c'est vrai que boire, fumer, se droguer, ça marche très bien. Manger, ça marche très bien, mais ça ne marche pas très longtemps. Et donc il se retrouve dans la souffrance et il recommence. Et puis dans les facteurs environnementaux, il ne faut pas demander à l'adolescent d'être meilleur que ses parents. Donc quel est notre rapport à l'alcool, quel est notre rapport à la drogue, au cannabis, à toutes ces substances-là? C'est une question souvent qui se pose. Donc on sert de modèle aux adolescents pour traverser cette crise-là. C'est pour ça que moi je suis un ferveur défenseur de la pratique de la méditation et de la pleine conscience à l'école primaire, parce que ça donne des outils pour gérer cette crise de l'adolescence, ce volcan émotionnel qui va déborder l'adolescent à ce moment-là. Donc c'est une zone de tous les dangers où le besoin à l'adolescent, il a besoin de liberté, il a besoin de lien social, et donc il va avoir l'impression que si dans les fêtes il prend de la drogue, ben, ça améliore le lien social, il se raconte d'histoires qu'il va être plus libre, il va avoir, ça va lui donner une identité, il aura l'air de quelque chose, et c'est pas évident pour lui de faire ce chemin. Et surtout, je trouve que l'un des zones de danger, c'est le collège, où arrive ce volcan émotionnel, parce que je trouve qu'on vit une époque où le collège est un petit peu une zone d'abandon de l'école, où le collège ne propose pas toujours quelque chose pour gérer cette énergie qu'ont les adolescents, pour les embarquer dans une histoire, pour les embarquer dans des projets, et si, faute d'être embarqué dans quelque chose, bah, ils traînaillent, il suffit qu'ils trouvent le mauvais copain, la mauvaise rencontre, bah, pourquoi pas, et puis s'ils ont une fragilité familiale, une fragilité personnelle, des facteurs prédisposants comme on disait, et ben, ils vont enclencher le comportement d'addiction, et s'il y a une fragilité de l'adolescent, s'il est mal encadré, et ben, c'est là que le facteur d'entretien fait qu'il va se retrouver confortable dans ce comportement-là, qui va répondre à ses besoins de plaisir, ses besoins de soi-disant liberté, de soi-disant liens sociaux, et il va se fourvoyer dans cette période-là. C'est une grosse zone de danger de l'addiction. D'ailleurs, la plupart des addictions commencent à l'adolescence, hein, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit les problèmes alimentaires. Toutes ces addictions ont tendance à consommer, à arriver à cette période-là. Et surtout, comme je vous disais, les produits sont très accessibles pour tout le monde. De toute façon, il ne faut pas chercher à interdire les produits, hein, parce que même en prison, on peut se droguer. Donc, interdire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est faire de la prévention. Et finalement, l'adolescent va traverser cette zone-là en fonction de l'éducation aussi qu'il a eue. Mais après, celui qui a la formule miracle sera milliardaire. C'est tout le travail en amont qu'on a fait avec les enfants qui l'aideront à mieux traverser cette période-là. Et cette période-là, c'est un lieu qui échappe aux parents. Et c'est vrai que quand il y a des structures à côté ou des lieux de socialisation qui sont moins en danger pour les adolescents, bah, ça les aide à mieux traverser cette période sans vouloir se fourvoyer dans ces comportements-là. Parce qu'à cet âge-là, et même un peu plus tard, on est à la recherche du plaisir. Et c'est un peu comme mon petit rat. Mon petit rat, il voit la nourriture qui est très intéressante, donc il mange, et puis il oublie à force d'être au contact du plaisir qu'il se retrouve après enfermé dans le pot. Il est coincé. Et c'est ça, au fond, l'addiction. C'est qu'on va chercher la plaisir. On pense que le bonheur,
est lié au plaisir. Or, le bonheur n'est pas du tout lié au plaisir. Le plaisir, ça crée de la souffrance, ça crée du manque. Et c'est ça qui n'est pas évident dans notre société, parce qu'on est dans une société du plaisir, où on vante le plaisir. Et on pense que le bonheur, c'est le plaisir. Or, c'est pas du tout ça. Le bonheur, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu à l'automne ce fameux film de Wim Wenders, A Perfect Day. Ça raconte l'histoire d'un nettoyeur de chiottes au Japon, qui est super heureux, parce qu'il est vraiment là, pleinement là, à ce qu'il vit. Or, à l'adolescence, on a envie que ça bouge, on a envie, il y a une sorte d'effervescence, et cette effervescence amène à déraper. Alors, sur l'addiction, en psychiatrie, on a des mythes qui représentent l'addiction, et le mythe de l'addiction, c'est le vampire. Et je vous encourage à voir ce film de Entretien pour un vampire. Dans ce film-là, c'est un film existentiel, presque sur les vampires, où on voit des vampires parler de leur situation. Et si vous remplacez le mot sang par le mot drogue, le mot alcool dans ce film, c'est assez fascinant à quel point on a le vécu de la solitude et de la souffrance dans laquelle on s'enferme, dans cette fameuse nuit noire de solitude, où on est coincé là-dedans. Et je trouve que ce film est très intéressant pour ça, pour se représenter ce que vivre quelqu'un qui est dépendant, qui est un addict. C'est une prison, c'est un enfer. Alors, je passe la main. Ouais, c'est ça. Ouais. On va changer d'intervenant et d'accent. Alors moi, je vais parler de l'accompagnement thérapeutique. Vous m'entendez bien au fond? C'est Et le micro, sinon. Ouais, ça me... En dessous, le petit bouton rouge. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Oui, bonjour. Donc c'est moi qui m'occupe de l'accompagnement thérapeutique dans cette conférence sur les addictions. Et je vais commencer par une petite métaphore. Ok. Une métaphore pour expliquer un petit peu quand les gens arrivent et viennent nous voir avec Jean-Christophe. C'est comme si on leur avait offert c'est comme si on souffrait un petit tigre. C'est bien, hein, c'est charmant. Et au bout d'un moment, ce charmant bébé tigre, lui, va pousser des petits cris parce qu'il a faim. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le nourrir. Et quand vous le nourrissez, il devient silencieux. Il a à nouveau faim, un peu plus tard, alors il a tendance à pousser à nouveau des petits cris. Et on le nourrit encore. Et puisque vous le nourrissez bien, qu'est-ce qui se passe? Il grandit, il grossit. Et tout d'un coup, vous avez un emploi à temps plein qui consiste à courir au magasin pour acheter d'énormes tranches de viande pour que le tigre se taise. Et cette petite métaphore, en fait, elle est là pour dire que petit à petit, à force de nourrir ce qu'on ressent, ce qu'on ne veut pas ressentir surtout, pour que ça se taise, et bien ça ne prend que de la place, de plus en plus de place. Et à la fin, ça prend tout le contrôle. Et quand on vient nous voir, finalement, les personnes arrivent en se disant « j'ai plus de contrôle sur ma vie », c'est l'addiction qui a pris le contrôle complètement. Et là, ça devient très très souffrant, bien évidemment, pour les personnes elles-mêmes, pour leur entourage aussi, les familles, par rapport à la situation. Alors, ouais. Imaginons, alors on va prendre un cas concret, hein. Imaginons que cette personne est dépendante de l'alcool. On pourrait supprimer l'alcool de son contexte. De son contexte physique, j'entends. Je suis là. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait supprimer, pensez-vous, les pensées, ces pensées sur l'alcool? Est-ce qu'on peut supprimer les publicités autour de l'alcool? Et
thérapie, on va tenter de modifier en fait la façon dont le patient réagit à ces signaux. Et une grande partie de notre travail va consister à changer le sens qu'il donne à ces signaux. Et on va utiliser un outil. Alors, je le dis aussi parce que je vous donne un point de vue ce soir. C'est vrai qu'avec Jean-Christophe, nous sommes issus des thérapies cognitivo-comportementales et des thérapies de troisième vague, qu'on appelle. Et on vous donne un point de vue. Ça veut pas dire qu'il y a d'autres points de vue sur l'addiction, mais par rapport à notre cadre théorique, en tout cas, et thérapeutique, c'est comme ça que je vais vous présenter comment nous travaillons. Okay. Donc, notre idée, pour nous, c'est de développer déjà l'observation et amplifier le choix des personnes. Développer l'observation, on a un petit outil qu'on appelle la matrice, c'est pas le plus important à retenir, mais vous voyez, c'est une barre verticale, une barre horizontale, et en fait, on essaye de décloisonner ces 4 petits carrés. Tout ce qui est en dessous de la ligne horizontale, ce sont des expériences intérieures. Nos expériences intérieures, à gauche, c'est tout ce qui est inconfortable. Ce sont nos pensées, nos émotions, nos sensations difficiles. À droite, ce sont les personnes et les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie, qui sont précieuses. Les deux sont reliés et généralement, on observe que parfois dans la souffrance, on peut trouver aussi nos valeurs. Ce qui est important pour nous, ce qui est précieux. Au-dessus, vous voyez, de la ligne, ce sont les comportements, ce qu'on verrait faire. Ce qu'on verrait faire, c'est-à dire ce qu'on voit la personne, d'un côté, pour s'éloigner de ce qu'elle ne veut pas penser, ou de s'éloigner de ce qu'elle ne voudrait pas ressentir, de sa souffrance. Donc on va faire la relation et on va regarder quand la personne vit un inconfort intérieur ou autre, ou une pensée difficile, ou qui tient à des règles, voir comment elle fonctionne. Et on va l'amener à observer ça. Et on va observer aussi quand est-ce qu'elle fait des choses, la personne, pour s'approcher des personnes, des choses qui sont importantes pour elle dans la vie. Et effectivement, plus on s'approche des personnes et des choses qui sont importantes dans notre vie, plus on a tendance à ressentir un mieux-être, à avoir une vie qui a plus de sens. Donc nous, le but, c'est aussi de discriminer. Vous avez vu, sur les deux côtés, j'ai mis 2 verres d'alcool. Je ne sais pas si on les voit bien en haut. Parce que boire, par exemple, ou consommer pour la personne, on va y apprendre déjà à discriminer quand est-ce qu'elle boit pour s'éloigner d'une souffrance, ou quand est-ce qu'elle boit pour s'approcher peut-être d'une de ses valeurs. Déjà, apprendre à observer, à discriminer quand est-ce que je prends ce verre parce que mon déclencheur peut-être est l'ennui, parce que je me sens seul. Je ressens une souffrance, parce qu'on verra après pour le craving, parce que j'ai une sensation irrépressible de boire, de consommer, ou de manger, ou de compulser, etc. Il y a d'autres types d'addictions. Et quand est-ce que je prends un verre pour m'approcher peut-être de mes valeurs, parce que prendre un verre, partager un moment de plaisir avec ma famille ou mes amis, c'est pour moi un moment de plaisir. Et on va y apprendre déjà à discriminer ces deux choses. C'est toujours le même comportement, mais c'est peut-être pas le même déclencheur, et ça n'a pas la même conséquence non plus. Et nous, on tente de discriminer, d'amener la personne à être beaucoup plus vigilante à ces signaux. Alors, c'est celui-là. Un des signaux, on a parlé tout à l'heure du craving, et le craving, c'est cette envie irrépressible de consommer, et c'est prédicteur forcément des rechutes ou du déclenchement du comportement de consommer. Donc on va essayer de développer avec la personne l'observation de ces signaux d'envie, et on va voir qu'il y a 2 types de déclencheurs. Il y a des déclencheurs internes et des déclencheurs externes. L'influence de notre langage, parce que souvent c'est là où ça va se passer aussi, c'est le langage intérieur sur nos comportements. Si j'ai une pensée anticipatoire du type « avec quelques verres d'alcool, je me sens plus gai et c'est plus facile d'aller vers les autres », cette pensée peut m'amener à consommer. Ça peut être un déclencheur. La pensée soulageante du type « fumer va me détendre ».
On voit bien qu'ici, le comportement cherche, ici, la pensée va me mener à une conséquence du comportement de fumer, me détendre. Donc la personne, sa conséquence, elle s'est aperçue que quand elle fumait, ça la détendait. Ok ? Et là, on pourrait même inviter, je dis là, à la limite, à discriminer quand tu fumes, la discussion à la cigarette, quand tu fumes, on va essayer de discriminer quand est-ce que tu fumes pour te soulager ou quand tu fumes pour fumer vraiment, parce que tu as plaisir. On apprend à évaluer chaque cigarette d'une certaine manière. Est-ce que tu te soulages parce que tu ressens un manque, une souffrance, à ce moment-là et tu fumes, ou au contraire, ça t'approche de quelque chose. Déjà, à chaque cigarette, on peut l'amener à discriminer. Est-ce qu'elle fait ce comportement pour s'éloigner d'une souffrance intérieure, ou est-ce qu'elle fait ce comportement parce qu'elle prend du plaisir? Et ça, c'est important d'observer ça, parce que la plupart du temps, les personnes n'observent pas tant que ça leur comportement. Alors, il peut y avoir des pensées permissives, j'ai bien travaillé, j'ai bien mérité une petite bière, ça ne se refuse pas de trinquer, qui peuvent être des déclencheurs du comportement. Et aussi, des fois, sur le plan physiologique, donc là, on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, de la sudation, des tremblements des mains, qui sont pour la personne des signaux qui pourraient dire, tiens, j'ai envie de consommer là, il faut que je consomme, ou compulser. Et des réactions émotionnelles, c'est-à-dire que toute son expérience intérieure, d'émotions difficiles, de l'anxiété, de la tristesse, de la colère ou autre, pourrait être un déclencheur du comportement d'alcool. Donc pour nous, ça va être important d'observer quels sont les déclencheurs, si on veut aider la personne. Pas tant le comportement de consommer, mais plutôt qu'est-ce qui déclenche ton comportement et quelles sont les conséquences du comportement. Est-ce que ça te soulage? À court terme, on sait bien que prendre un verre ou fumer une cigarette, la personne va se soulager. Sauf qu'à force de se soulager et d'utiliser toujours ce même comportement, on sait qu'à long terme, c'est pas très gagnant. Pour sa santé, etc. Donc on va voir ensuite comment on va pouvoir travailler là-dessus, mais déjà d'apprendre à repérer dans son expérience intérieure tous ces déclencheurs. Et aussi, il y a des déclencheurs externes. Parce que comme on l'a vu, on peut arrêter, mais il y a tous les déclencheurs. Si on passe devant le bistrot dans lequel on a l'habitude d'aller, s'il y a mon ami Jean-Christophe, et d'un coup, rien que de penser à Jean-Christophe, ça me donne envie de consommer, parce que je sais que c'est mon pote de conso, je vais avoir tendance à déclencher, rien que ça peut déclencher. Ça peut être aussi un meuble dans la maison, il peut y avoir tout un tas de déclencheurs. Même un film, une musique, tout peut devenir des déclencheurs externes. La vision d'un cendrier peut déclencher l'envie de fumer. Ok ? Donc on peut agir sur ces différents types de déclencheurs. Donc ça va être le travail qui peut être fait avec la personne. L'association aussi café-cigarette, c'est classique, les gens ils se disent, bon, moi quand je prends mon café, je prends ma cigarette. C'est une relation de coordination qu'ils ont fait ensemble, cigarette et café sont associés. L'un sans l'autre, c'est plus possible. Donc il y a une association symbolique qui est faite entre les deux, et c'est celle-ci qu'on ne peut pas supprimer en tant que telle. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de tenter d'ajouter des comportements. Parce qu'en fait, les liens avec l'alcool, avec la nourriture, avec tout ça, on ne peut pas supprimer des liens. La recherche montre bien qu'une fois que c'est inscrit en nous, on ne peut plus supprimer les liens. On ne peut pas oublier notre prénom, notre nom. C'est pas possible. Ok ? Donc, on a fait des liens. Si je vous dis, la Bible, surtout n'y pensez pas, hein, la Bible ne fait pas le... Ok, c'est impossible de supprimer ce qui va arriver dans notre tête. Une fois que le lien est fait, c'est fait. Donc, nous, on va essayer de rajouter des nouveaux comportements. Avec une cuillère, petite question, qu'est-ce qu'on peut faire? Manger. On peut manger. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La musique. Pardon? La musique. Cueillir son café. Cueillir son café, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Percussion. Pardon? Des percussions, oui. Excellent. Une catapulte à petits pois. Une catapulte à petits pois, excellent. Pardon? Réchauffer? Réchauffer la drogue. Ok, réchauffer la drogue. Ok. Ah oui. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un chausse-pied, ouais. On peut jouer avec le soleil aussi, comme réfléchisseur. Bref, on peut même creuser des trous et s'évader de prison. Hein? Arracher des yeux. Ok. Donc nous,
la petite histoire là, c'est pour vous montrer qu'on va essayer finalement de rajouter de nouveaux comportements. Je pourrais le dire autrement. Imaginons que sur Internet, il se passe quelque chose. Là, mon nom apparaît première page avec le truc épouvantable, quoi. Genre qu'on ne peut pas avoir sur Internet. Imaginons que ça arrive aux premières lignes. On ne peut plus le supprimer, vous êtes d'accord? C'est fait, il est en ligne, on ne peut plus le supprimer. À votre avis, quelle est la bonne stratégie? Une fois que c'est fait, c'est dilué comment? On rajoute. Ok, au lieu d'être sur la première page, on va apparaître peut-être sur la troisième ou la quatrième. Donc on va rajouter des choses. Il est toujours fait le lien, il est toujours là, mais on va rajouter des comportements. Donc nous, notre idée, c'est de ajouter des comportements aux personnes. Ajouter des comportements, alors je vais le faire assez rapidement parce qu'il peut y en avoir plein, mais nous, en acte, on aime bien jouer aussi avec les pensées, etc., parce que c'est que notre monde intérieur. Donc en fait, on va développer des compétences avec les personnes pour apprendre à mettre de la distance sur les pensées difficiles, ou des pensées qui pourraient amener la personne à consommer. Du type, avec quelques verres d'alcool, je me sens plus gai et c'est plus facile d'aller vers les autres. Okay, c'est une pensée. J'apprends à amener la personne à voir ça comme une pensée. Ma tête me dit que, avec quelques verres d'alcool, je me sens plus gai, c'est plus facile d'arriver vers les autres. Je pourrais même lui dire, tu peux me changer l'accent et me le dire avec un autre accent? Ça donnerait quoi? Avec quelques verres d'alcool, je me sens plus gai et c'est plus facile d'aller vers les autres. Avec l'accent du Sud. Ah oui, l'accent du Sud. Alors, L'accent allemand, j'aime bien. allez, vas-y. Il faut boire de l'alcool, hein? Ah, c'est pas mal. Un coup d'alcool. Ok, on va s'amuser comme ça avec les pensées pour essayer de rajouter de nouveaux comportements qu'on ait pris avec ces pensées qu'on observe. On peut changer, on peut chanter, c'est des petits exercices qu'on fait de diffusion pour observer que ce n'est qu'une pensée. Parce que la personne, quand elle est prise par ses pensées, c'est comme si on mettait nos mains sur le visage, on ne voit plus rien, on est complètement pris par ses pensées. C'est comme si on avait chaussé des nouvelles lunettes et notre perception de la réalité est complètement... Il y a un biais qui se passe et on voit comme ça. Okay, donc on apprend à repérer ses pensées et à voir qu'elles déclenchent le comportement. Et l'idée, c'est de mettre de la distance de plus en plus avec ses pensées et de les voir ni plus ni moins, qu'on n'est pas obligé de suivre toutes nos pensées. C'est pour faire diversion en fait? Non, c'est pas faire diversion, c'est rajouter un comportement supplémentaire. Une fois que tu as une pensée, qu'est-ce que tu peux faire? D'habitude, tu as une règle, tu l'as choisie. Il faut aller au bar à 16h. Bon, j'ai la pensée qu'il faut aller au bar à 16h. Ma tête, j'observe même que ma tête me dit qu'il faut aller au bar à 16h. C'est qu'une pensée, je ne suis pas obligé de suivre cette pensée. Donc on essaye vraiment de travailler cette diffusion qu'on appelle, de mettre à distance ces pensées. On peut les écrire. En gros, ça serait quoi? Ça serait, je ne sais pas ce que vous faites vous avec les publicités, quand j'arrive à la boîte aux lettres. Okay. J'ai mis un mot, pas publicité. Ouais, pas de publicité, mais même quand tu mets pas de publicité, j'arrive. Tu sais, à notre tête, c'est pareil. Même si tu veux pas qu'il y ait cette pensée qui arrive, elle va venir à nouveau. C'est comme une publicité sans fin, quoi. Et là, on apprend encore à discriminer ces pensées, à trier. Bon, je vois qu'elles sont toujours là, mais je suis pas obligé de les prendre, quoi. Je peux les mettre de côté et garder que le courrier qui m'intéresse. Et on va voir que le courrier qui nous intéresse est beaucoup plus intéressant pour notre vie. Si on suit la publicité, on va focus là-dessus et ça peut être super important. C'est comme si la pensée c'était ma main. Si ma main vient là, je vois que ma main. Mais je peux la mettre ici. Et je peux regarder autre chose que mon envie d'alcool. Exact. Après, il y a différents exercices, bien évidemment, on peut s'exposer aux stimuli, parce que même, comme le disait Jean-Christophe, ne serait-ce que de voir le C ou la bouteille de coca pourrait déclencher le stimuli. Donc on peut inviter la personne finalement à s'exposer à ce stimuli, c'est-à-dire apprendre que ce stimuli puisse devenir le plus neutre possible. Ben nous, quand on voit une bouteille de coca, on ne fait pas l'association avec cocaïne. Mais pour quelqu'un qui est addict à la cocaïne, peut-être lui va faire cette association et ça va déclencher déjà quelque chose, un stimuli intérieur. Donc à force de lui exposer les mots, etc., de voir que ce sont que des mots qui déclenchent ça, on peut l'exposer pour le rendre plus neutre. Donc on peut exposer à des publicités, on peut amener la personne au rayon directement d'alcool, par exemple, et apprendre à observer ce qui se passe en elle à ce moment-là. Okay, et de voir petit à petit à essayer de rendre plus neutre cet endroit-là.
Ça peut être aussi l'autocompassion qu'on appelle. Alors là, la plupart du temps, les gens qui font des rechutes, généralement, qui ont un comportement addictif et qui tombent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme ressenti, pensez-vous? La culpabilité, ils vont se taper dessus, ils vont se dire, ils vont avoir beaucoup de honte, ils vont se cacher, etc. Le fait qu'ils rentrent dans ce processus-là, qu'est-ce qui va se passer, pensez-vous? Est-ce que ça va être aidant pour eux? Non, parce que l'estime d'eux-mêmes va encore diminuer. Le fait que ça diminue, ben, ça me pousse encore à consommer parce que je me dis frénément, t'es vraiment nul, ou t'es vraiment nul, t'es un cas désespéré, tu n'arriveras à rien, et bim, je repars encore dans la roue. Nous, là, on va y apprendre à développer une nouvelle compétence qui est l'autocompassion. C'est-à-dire que quand on tombe, ben, c'est comme s'il y avait un enfant qui tombait, là, on le voit pleurer, qu'est-ce qu'on fait? On va le consoler. Ben, nous, on va apprendre à développer pour nous-mêmes cet acte de compassion. Ok, bon, t'es déjà tombé, t'as déjà mal, je vais pas en plus te taper dessus ou te dire mais t'es épouvantable, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, ça sert à rien, il pleure. À ce moment-là, t'as refait une rechute, donc pour la prévention de la rechute, parce qu'on sait que c'est fréquent dans l'addiction, ben là ça peut être un moyen de développer un autre comportement, donc de rajouter un comportement supplémentaire, de dire ben ok, j'ai chuté. Je vais pas me taper dessus, je vais pas l'avoir honte, je vais pas avoir la culpabilité, je vais pas payer 2 fois la facture, je vais plutôt apprendre à me dire, ok, c'est douloureux, c'est difficile, j'apprends à vivre avec cette expérience douloureuse, et on fera mieux demain, on continuera à faire autre chose de différent. Et nous, ce qui va être très stimulant, ça va être d'aller vers nos valeurs, je vais vous en parler dans 2 petites secondes, juste après, aussi les modifications concrètes qu'on peut faire sur l'environnement, parce que limiter son exposition aux personnes, aux lieux, aux activités, développer d'autres amitiés qui ne nous rappellent pas l'addiction, avoir de bons supporters dans son équipe, jeter parfois les aliments malsains, les cendriers, les briquets, tout ça peut être aidant. Hein. On peut jouer sur le contexte quand même. Okay, si on n'a pas, voilà, si on a sa bouteille qui est toujours dans la voiture, c'est certain qu'il vaut mieux l'enlever, d'accord, et agir dessus. On a un pouvoir là-dessus aussi sur ce comportement. Ce qui va être stimulant pour nous, c'est les valeurs, c'est-à-dire que la personne, on va l'inviter à voir qu'est-ce qui est important pour elle dans sa vie, qu'est-ce qui est précieux. C'est quoi qui est vraiment important pour elle? J'en ai choisi quelques-unes, ça peut être aimant, montrer de l'amour, de l'affection, ça peut être la protection, veiller à la sécurité et à celle des autres, respectueux, etc. Prendre soin de moi, aventureux, bref, tout un tas de valeurs, de directions que la personne a envie de prendre dans sa vie. Et généralement, on s'aperçoit quoi? Que l'addiction va l'empêcher d'aller vers ce qui est important pour elle. Le privilégie souvent parfois le choix à court terme, l'addiction, pour le soulagement à court terme, versus quelque chose à plus long terme. Donc en fait, on va tenter de voir quelle est l'importance d'ailleurs de la valeur dans la vie de la personne. Est-ce que durant les semaines, les 2 dernières semaines par exemple, est-ce qu'elle a été une personne comme celle-ci? Est-ce qu'elle s'est, voilà par exemple, imaginons aider les autres, c'est important pour moi dans ma vie. Est-ce que j'ai pu aider les autres? Est-ce que j'ai fait des actions pendant les 2 dernières semaines pour aider les autres? Donc on peut évaluer ça avec elle, et ensuite on va voir à quel niveau l'alcool, la consommation par exemple, ou autre, a interféré dans cette valeur. On peut aussi évaluer ça. Ok, et au final, on y apprend à évaluer, de faire comme un carrefour. Là, elle se situe, il y a des choix lorsque l'envie se présente, hein, lorsqu'il y a le craving qui se présente. Soit je fais toutes mes stratégies pour contrôler mes envies, je peux chercher à diminuer les émotions, les sensations. Je connais ces comportements-là. Hein, on essaie de repérer avec la personne. Ok, les histoires que ma tête me raconte en me disant ben ouais, moi je suis un gars cool, ou je suis ci, je devrais faire ci, etc. Tout ça qui peut devenir des règles mentales et qui vont me pousser ou m'autoriser à consommer. Donc fusionner mes pensées, un soutien social peu utile, l'évitement, toutes les excuses que ma tête peut me raconter pour consommer. Tu as bien mérité, de toute façon t'en baves, ma vie a toujours été difficile, toutes ces pensées-là, qui sont des excuses qui pourraient déclencher le comportement. Donc nous, on est là pour l'amener à évaluer ça et de voir qu'est-ce que tu pourrais faire de différent quand ça se présente. Parce qu'on sait que ça va se présenter, que la douleur elle est inévitable, qu'il y a des situations dans la vie qui vont te faire souffrir. À un moment donné, tu vas te retrouver dans une position de choix
Et qu'est-ce que tu vas faire? Et donc là, on va essayer de privilégier plutôt les valeurs, en faisant face aux envies, en souffrant de la détresse, en régulant nos émotions, nos sensations douloureuses, en identifiant aussi ou en cherchant des professionnels qui sont là pour nous aider et qui me soutiennent dans cette démarche de sobriété. Revenir dans le moment présent, ralentir, identifier ou se concentrer sur ses valeurs, ses objectifs à long terme, etc. etc. Il y a tout un tas d'outils en tout cas qu'on peut faire pour se rappeler aussi qu'est-ce que j'aurais, voilà, j'ai le choix, je sens le craving là, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, j'ai cette envie répressive dans mon corps, c'est très souffrant, c'est tout douloureux. Donc nous on va essayer développer une compétence qu'on appelle l'acceptation, c'est l'ouverture à ces moments difficiles et douloureux que nous ressentons, qui est ni plus ni moins humain, et donc on lui apprend à s'ouvrir à cette expérience émotionnelle difficile, douloureuse, en lui transmettant des outils et en l'aidant petit à petit à acquérir ces compétences-là. J'ai quelque chose de douloureux, qu'est-ce que je fais? Je peux aller consommer, ou je peux m'asseoir, revenir dans le moment présent et tenter de laisser passer cette vague émotionnelle douloureuse, ces sensations terribles. Alors ça ne vient pas d'un coup, c'est comme toute compétence, ça se développe, ça se travaille petit à petit. Je ne sais pas au niveau de l'heure si on est... On est C'est bien. On est bien? Oui. Ok. Après, accepter aussi que l'on peut, on ne peut ni changer ni contrôler notre environnement aussi, changer ce que l'on peut. Des fois, c'est ça, que construire ma carte de soutien, chercher des bons supporters, on va arriver après à ça. Il y a tout un tas dans cette diapo, il y a tout un tas de compétences. C'est là, je vous le livre comme ça fait un gros paquet. Mais il y a tout un tas de compétences qu'on travaille vraiment avec les personnes. Je n'ai pas parlé de créer le lien qui peut être difficile aussi parfois. Donc le lien thérapeutique est important pour pouvoir créer tout ça. Hein. C'est certain qu'il faut créer ce lien de confiance avec la personne et qu'elle se sente soutenue et aidée là-dedans. Et non pas juger, évaluer par rapport au comportement. Et nous, on va, là encore, entre arrêter de consommer, si on est porté là-dessus en disant il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, nous, en tant que famille et accompagnateur, on va être pris, même si on sait que c'est douloureux pour nous et qu'on va devoir faire face aussi aux douleurs que ressentent les familles ou les proches quand ils revoient la personne consommer, qu'elle rechute, etc. Qui est une sensation aussi très difficile avec les disputes qui viennent, etc. Il y a tout un tas de douleurs et de souffrances qui sont là, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette douleur? Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas la renforcer ou l'amplifier, cette douleur? Et ça, c'est important pour nous, les psychologues, apprendre à s'ouvrir à cette expérience. Allez, on a un moment difficile, on va chercher toutes les raisons. Maintenant, il y a des raisons peut-être de changer ce comportement. Et on peut inviter la personne, et quelles sont les raisons que tu as à consommer ou à compulser sur le plan alimentaire, et quelles seraient les raisons à changer au final? On peut l'amener à se rappeler ça. Les personnes ont raison de changer parce que je tiens beaucoup à mes enfants, etc. Ah, ton rôle de père est important. Ouais, mon rôle de père est important. Ok. Quand tu es dans cette sensation du craving, est-ce que tu penses à ton rôle de père en ce moment-là? Ben non, pas du tout. J'y pense plus. Ok. Et qu'est-ce que ça passerait si à ce moment-là, tu te disais, tiens, il y a mon rôle de père aussi là, j'ai le choix. Je suis plus pris par le contrôle totalement du tigre là, qui contrôle tout là. Chaque fois c'est lui que je nourris. Et ben là, si je nourrissais quelque chose qui a plus de valeur pour moi, qui a plus d'intérêt. Ok. Je sais que la douleur, ça ne stoppera pas. Je sais que c'est un challenge difficile. Mais je privilégie ça. Et qu'est-ce qui se passerait à long terme si tu privilégies ça plus souvent? Et petit à petit, amener la personne à aller en direction d'une vie qui a plus de sens. Parce qu'au final, si elle vient nous voir, c'est que la souffrance a pris beaucoup trop de place dans la vie et que le sens de sa vie est perdu. Donc l'idée, c'est de resituer la boussole pour la mener là où elle désire aller. Ok. Donc il y a plein d'outils, il y a plein d'exercices qu'on peut faire et d'apprendre vraiment à observer ça. Et petit à petit, reprendre du contrôle. Je terminerai peut-être par les bons supporters. Alors les bons supporters, voilà une petite liste là, de contrôle des caractéristiques à rechercher chez les supporters utiles, qui nous encouragent et nous soutiennent par rapport à la sobriété. Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils donnent des conseils utiles? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Est-ce qu'ils sont honnêtes?
fiables? Sont-ils responsables? Peux-tu partager avec eux de bonnes et de mauvaises nouvelles? Prennent-ils ta défense? Ont-ils en tête ton intérêt supérieur, ta sobriété et tes choix de vie fondés sur tes valeurs, sur ce qui fait sens pour toi? Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent que pour toi, ça c'est important dans ta vie? Et est-ce que ton intuition te dit qu'ils sont là pour toi? Voilà, on peut amener là aussi à observer, parce qu'on sait que l'environnement, peut-être des fois de l'addiction, ramène à l'addiction aussi. Et voilà, et bon, si pour la personne, le social est important et que consommer se fait dans le social d'ailleurs, ben on va dire, bon, ben comment tu pourrais le faire autrement pour d'autres valeurs qui sont importantes pour toi aussi. Ok? Donc on va moins axer sur le comportement addictif, mais plus sur les valeurs, d'essayer d'amener vers une vie plus riche de sens. Ok? Que ce soit ça qui soit vraiment la boussole. Ok? Et moins s'attarder sur le comportement addictif. On a fait une petite... pour finir, on avait pensé à vous mettre quelques petites références. Oui, il y a différentes références. Il y a le Conseil d'addictologie costarmoricain. En ce moment, en Côte d'Armor, en tout cas, il y a des tentatives de faire de la prévention dans le Conseil territoire de santé. Ils sont en ce moment en train de faire des réunions pour essayer sur le territoire d'améliorer les choses. Laurent Carilla, qui est donc professeur de psychiatrie à Villejuif, coordonne un site internet qui est Addict Aid, le village des addictions, où il y a beaucoup de ressources pour à la fois les patients, à la fois les médecins, les thérapeutes, à la fois les patients. Donc je vous encourage à aller dessus. La Midelka, qui est une institution de l'État, propose beaucoup de ressources aussi pour agir. Après, il y a les groupes de soutien, de groupes de parole sont très très utiles. Dans la toxicomanie, les narcotiques anonymes, c'est quelque chose qui est très soutenant pour aider au sevrage et accompagner à se reconstruire et à tracer un nouveau chemin. Dans l'alcool, il y a les alcooliques anonymes, mais il y en a d'autres. Donc je vous ai donné ces deux noms-là. De ne pas être tout seul pour se libérer d'une dépendance, ben, c'est très important. Et les groupes de soutien, les groupes d'entraide, c'est un outil très important pour se libérer d'une dépendance. Et puis ici, il y a les consultations du XAPA qui proposent des prises en charge. Dans toutes les villes, il y a des consultations spécialisées vers lesquelles on peut aller. Donc voilà, il y a différentes ressources. Donc voilà, on a dit un petit peu en vague, on a dit plusieurs choses. C'est dur de faire une conférence sur tout ce qu'il y a à dire sur la dictologie, on pourrait prendre des heures, mais on est à disposition pour répondre à des questions. La seule chose que je voudrais rajouter, qui me paraît important à ce qu'a dit Martial, c'est que les règles, c'est-à-dire dire il faut arrêter, ça n'a jamais marché. Donc c'est toujours un choix et un choix de l'instant. À cet instant-là, est-ce que je choisis de prendre un verre d'alcool? À cet instant-là, est-ce que je choisis de prendre une cigarette? À cet instant-là, qu'est-ce que je choisis en fonction des valeurs que tu nous as indiquées pour savoir si on est cohérent ou pas à soi dans le choix que l'on fait. Et c'est vraiment cette dynamique de choix qui permet de s'autonomiser et de construire une liberté d'être. Donc merci, on peut répondre à vos questions. Super. On va faire passer le micro peut-être. C'est la première qui est la plus dure. Après ça roule tout seul. Merci de votre très intéressante présentation, assez médicale, psychologique. Mais j'ai une question de fond. Dans l'ensemble, de 45% de Français qui boivent, etc., quelle est la quantité pourcentuelle de gens qui se reconnaissent en tant qu'ayant une dépendance? Et après, la deuxième partie de ma question, c'est comment ils agissent. Ils vont chercher de l'aide, à quel niveau de leur vie ils vont chercher de l'aide?
Je vous ai donné quelques chiffres au départ, hein. Ça dépend de la substance, ça dépend de l'alcool, ça dépend si c'est de drogue, hein. Donc les chiffres sont très variables selon la substance. Et parmi tous ces gens qui sont addicts, évidemment, tous n'ont pas forcément conscience de cette addiction, tous n'ont pas forcément envie de se soigner, donc c'est un long processus pour avoir conscience et puis émettre une demande de soins. Et ça, c'est tout un travail. Et le déni, c'est aussi un symptôme du trouble qui n'est pas facile. Et c'est des pathologies qui sont difficiles à soigner parce que ça ne peut venir que de la personne. Et on connaît tous, par exemple, des gens qui fument. Quand ils veulent arrêter, il y a des gens qui arrivent à arrêter du premier coup, d'autres ils ont besoin de s'y reprendre à plusieurs fois, puis des personnes n'arrivent jamais à arrêter. C'est très très compliqué. Donc c'est dur de te dire une réponse précise à votre question, hein. C'est toute la dictologie, au fond. On parle d'addiction et de toxicomanie, mais c'est quoi la différence entre les deux? La toxicomanie, c'est une forme d'addiction, ça rentre dans l'addiction. Et avec plus de précision, c'est quoi? C'est quand c'est avec une substance exogène, de type drogue, avec une substance exogène, alors que dans l'addiction avec substance, il y a l'alcool et la drogue. Et donc tout ce qui est de l'ordre de la drogue, c'est de la toxicomanie. Mais ça peut être aussi, maintenant les gaz, tout ça, c'est les substances exogènes. Grosso modo, il y a deux familles dans les addictions avec une substance. Il y a l'alcool et tout ce qui est l'ordre de la drogue. Et tout ce qui est l'ordre de la drogue, c'est de la toxicomanie. Pour les collégiens, vous auriez quoi ils auraient besoin de quoi? Parce qu'à un moment, vous disiez des collégiens que. Je sais plus ce que vous disiez. Ah, qui ont des activités. Ils ont une énergie qui est débordante. On n'en fait rien. Qui est des projets sociaux, des projets d'activité. Ils ont besoin d'espaces sociaux pour expérimenter ces choses, pour s'éprouver. C'est un âge qu'on se construit en s'éprouvant. Mais voilà, au collège aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte de vide d'activité. Et cette énergie qui déborde, on les voit. C'est pour ça qu'il y a du harcèlement. Il y a pour ça, parce que toute énergie de vie se retourne contre eux. Premièrement, on les a pas donné les outils avant d'entrer dans l'adolescence pour gérer leurs émotions, pour gérer leur intériorité, et puis ils se retrouvent débordés par toute cette énergie. Comme il n'y a pas de support, cette énergie des émotions, le risque c'est que ça déborde, comme le lait sur le feu, par l'agitation sociale, par ce besoin de liens sociaux, sur des fausses bonnes solutions. Il manque des projets pour accompagner, je trouve, les adolescents, notamment au collège. C'est-à-dire que cette énergie, je trouve que c'est comme un marteau. Bien utilisé, c'est génial, mal utilisé, ça fait beaucoup de dégâts. Et on leur apprend pas à utiliser à bon escient cette énergie de vie qu'ils ont. Pour ajouter, pour faire du pouce à ce que vous dites, il y a aussi les conséquences, parce que qu'est-ce qu'on va chercher à l'intérieur de l'addiction? Peut-être de la valorisation, peut-être un sentiment d'appartenance au groupe, et parfois aussi un refuge. Et c'est là où on va voir que le jeune commence à s'isoler, etc., des autres, qui sont des signes, des indicateurs. Donc il faut aller voir la conséquence du comportement pour voir, oui, parce que tu as envie d'appartenir d'un groupe, mais tu as les conséquences, qu'est-ce qui se passe, quels sont les résultats encore de ce comportement. On sait que ça te pousse, et ça, on peut l'amener encore à observer ça avec notre ado. Mais toujours vers la conséquence, peut-être, je ne sais pas s'il y aura des questions sur les écrans, mais c'est pareil, à travers les écrans, les jeux ou autres, on pourra avoir des addictions aussi. Tu ne parles pas d'addiction là-dedans, mais comment dirais-je, moi je vois que, en tout cas c'est des questions que les parents me posent parfois, et là encore de discriminer quelle est la fonction du comportement. Est-ce que c'est pour être avec mes amis, parce qu'on joue en ligne avec mes copains? Est-ce que c'est vraiment un refuge parce que je m'ennuie à la maison, je suis seul, je ne sais pas quoi faire d'autre? C'est pas la même chose, hein. Déjà, ce comportement entre aller socialiser avec des copains et tuer l'ennui, pour moi, c'est pas du tout le même plaisir. Et pourtant, c'est le même comportement, mais le déclencheur n'est pas du tout le même. Et la conséquence n'est pas du tout la même, parce que là, je peux parler avec mes amis dans la cour de Fortnite ou je ne sais quoi, et pour moi, je suis valorisé, je performe là-dedans, il y a aussi peut-être une fonction de performance, donc il faut bien voir les conséquences de ces comportements avant de vouloir dire arrêter par exemple tout, qui serait plutôt un comportement punitif.
Oui, au fond, pour caricaturer, moi souvent je dis que les écrans, c'est un peu l'opium du peuple. Face à cette difficulté d'être, et particulièrement à l'adolescence, c'est là où on se construit, c'est un chantier l'adolescence, c'est difficile d'apprendre à être, et c'est facile de s'anesthésier avec des écrans. Mais il y a des adolescents, les écrans, c'est toujours pareil, c'est comme le marteau. Bien utilisé, c'est génial. Je connais plein d'adolescents qui apprennent plein de choses sur TikTok, qui s'intéressent à plein de sujets, qui se développent à travers les informations qu'il y a dedans. Donc c'est une question d'utilisation de ces outils, il ne faut pas les diaboliser. Oui, vous avez pris comme exemple une addiction avec substance. Est-ce que la TCC est aussi efficace pour une addiction sans substance? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on utilise ça. Alors ce qu'on fait plus particulièrement, on fait des thérapies comportementales et cognitives, mais ce qu'on vous a présenté, c'est une forme de thérapie comportementale cognitive qui est assez récente, qui est la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement. On travaille beaucoup sur les valeurs, sur les choix comportementaux, sur la gestion des émotions. C'est une thérapie qui s'inscrit dans l'instant, et notamment sur ces choix par rapport à notre vécu intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. L'un des trois inventeurs de cette thérapie, c'est Kelly Wilson. Kelly Wilson, aujourd'hui, a 70 ans. Et quand il avait 20 ans, c'était un pauvre toxico américain qui se baladait un flingue dans le dos. Et à un moment donné, il se dit, c'est pas ce genre de bonhomme que j'ai envie d'être. Je veux pas ça pour ma famille et mes enfants. Donc malgré toute la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi, je vais essayer de choisir des comportements qui soient plus en adéquation avec ce qui compte pour moi. Et que ça peut être la même chose pour l'addiction au sexe, que ça peut être l'addiction pour le jeu pathologique, toutes les addictions sans substance. Et notamment pour l'anorexie mentale, souvent je me souviens de patients où, entre guillemets, on les taquinait, on leur disait ce qui est important pour vous, c'est la liberté. Mais c'est con, quand vous refusez de manger, vous êtes dépendant. Donc, d'un côté, vous voulez la liberté, mais d'un autre côté, le comportement vous enferme, vous êtes dans le pot comme le rat. Donc, après, on ne dit pas il faut arrêter. C'est ce qu'on fait de façon plus source, c'est que vous avez le droit d'être dépendant. On a le droit d'être alcoolique, on a le droit de tout ça. Mais est-ce qu'on est cohérent avec soi en faisant ça? Vous êtes libre. Après, à vous de choisir si vous êtes cohérent avec vous. Et le fait de dire à vous de choisir, vous êtes libre, finalement, on travaille ce que disait Martial, l'observation, et ils voient bien qu'ils sont en contre-pied avec ce qui compte vraiment pour eux. Pour l'anorexie mentale, on ne peut pas dire à un ado ou même une jeune, à 12 ans, 13 ans, c'est ton choix d'être anorexique, on ne peut pas dire ça quand même. Ça marche. Ah oui? De dire qu'elle est libre. Mais on ne peut pas contraindre quelqu'un, ça ne marche pas de contraindre. Oui, mais on ne peut pas contraindre. Ça ne marche pas de contraindre. Parce que ça l'aide à observer. Mais je pense que tu as mieux à faire. Après, c'est à toi de choisir. Internet, ça ne marche pas, même en prison, il y a toute la drogue, il y a tout ce que vous voulez. Oui, mais c'est clair, on a des adultes, mais quand c'est une jeune ado de 12... Eh bien, on lui apprend à observer. Qu'il y a une certaine contradiction. D'un côté, ils veulent de la liberté, mais de l'autre côté, le comportement qu'ils choisissent pour eux l'éloigne de la liberté. Et après, on travaille des choses sous-jacentes. C'est-à-dire, comme l'a très bien expliqué Martial, c'est le rapport avec les pensées, la machine à blabla, qui sont source de souffrance, et que l'anorexie sert à éteindre, à anesthésier les émotions, tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Comment apprendre à gérer différemment le bazar de ce chantier. Est-ce que quelqu'un qui souffre de dépendance affective, ça peut correspondre à une addiction aussi? Non, c'est pas rentré. On repasse ça dans ces classifications, dans les troubles de la personnalité dépendante et tout ça. Mais après, il y a des choses en commun. Il peut y avoir des failles narcissiques dans les deux cas qui créent qu'on est dans une dépendance affective ou dans des dépendances à une substance. Mais on ne considère pas ça comme une addiction. C'est quand il y a plutôt l'addiction sexuelle qui rentre dans le cadre des addictions. Tu es d'accord? Oui, moi je parle. Juste, on parle de compulsion même sexuelle. Après, pour les dépendances, parce que par contre, on peut avoir des troubles associés, qu'on appelle aussi. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans l'addiction, on peut avoir un trouble avec des dépendances affectives, on peut développer dans la vie plusieurs types de troubles et il va falloir travailler là-dessus. On peut être très anxieux et être addict à
quelque chose. Donc il va falloir aussi travailler sur l'anxiété. Donc on peut avoir un mix de troubles en fait à travailler. Des fois, les personnes n'arrivent pas qu'avec une seule chose. Il y a plusieurs choses qui se... Ouais, c'est ça. Ça me fait penser qu'on oublie quand même quelque chose d'important, c'est que derrière l'addiction, des fois, il y a d'autres pathologies. Et notamment dans l'alcool, tout ça, il y a souvent des troubles bipolaires, des choses comme ça, qu'il faut aller chercher. Donc il ne faut pas rester simplement à l'addiction. Il faut faire une bonne analyse clinique pour savoir s'il n'y a pas quelque chose sous-jacent qui est à soigner et à traiter. Comme la dépression, ouais. Par exemple, ouais, qui peut être une conséquence, ou des fois avant, ou après. Je suis pas d'accord là-dessus. Souvent, il y a plein de gens qui boivent, qui disent « je bois parce que je suis déprimé ». Si, il y a plein de patients qui disent ça. Mais en fait, quand on arrête l'alcool, l'alcool est dépressogène. Quand ils arrêtent l'alcool, ils ne sont plus déprimés. Mais par contre, il y a souvent le trouble de la personnalité derrière. Très souvent, ça marche plus dans ce sens-là. L'alcool crée de la dépression. Question ici. Est-ce qu'avec votre méthode, il y a une médication avec? Moi, je pense qu'en fonction des personnes, tout dépend. Hein, on ne peut pas être strict comme ça, mais la psychothérapie et la médication, je pense que ça avéré cliniquement que c'est plutôt favorable. Oui, on donne des médicaments pour les pathologies sous-jacentes, parce que si on est bipolaire, on a besoin d'immunorégulateurs, de choses comme ça. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois, pour certaines personnes, on a besoin de donner des médicaments anti-craving. Les médicaments anti-craving, c'est par exemple le Ziban. Le Ziban qui est vendu en France comme pour arrêter de fumer, mais un très bon médicament anti-craving dans d'autres pathologies. Aux États-Unis, il est vendu comme antidépresseur. Il joue sur le système dopaminergique, comme je vous l'ai dit, sur le réseau de récompense. La N-acétylcystéine, à forte dose, c'est l'exomil que vous avez tous pris comme fluidifiant bronchique, à forte dose, est un anti-craving. Vous avez des médicaments comme la natrixone qu'on donne dans l'alcool, mais moi j'utilise des fois la natrixone aussi pour avoir des problèmes de boulimie. C'est tous ces médicaments anti-craving font qu'on essaye que les crises soient moins intenses et moins fréquentes pour pouvoir avoir de l'espace pour agir dessus. Parce que si le craving est trop fort et gouverne la personne, là, il n'y a pas forcément d'espace pour la psychothérapie. Et après, donc il y a un sevrage pour arrêter les médicaments. Alors, non, mais ces médicaments-là, anti-craving, il n'y a pas de problème de dépendance de sevrage. Les seuls médicaments en psychiatrie qui donnent des problèmes de sevrage sont les benzodiazépines. Donc, parfois, notamment dans l'alcool, on peut donner des fortes doses de Valium pour traiter le sevrage, mais c'est pendant une courte durée. Et une benzodiazépine. C'est les antidépresseurs? Non, les benzodiazépines, c'est Valium, Lexomil, ces médicaments-là. Pourtant, les antidépresseurs... Il n'y a aucune dépendance aux antidépresseurs. Mais c'est parce qu'ils ont des problèmes qui durent. C'est-à-dire que c'est comme le diabète, hein, si vous arrêtez l'insuline, vous rechutez. Il y a des gens qui ont besoin, dans l'équilibre, d'avoir toute leur vie un traitement. Mais il n'y a aucun problème de dépendance aux antidépresseurs. C'est aux benzodiazépines. Quelle est l'efficacité de la Ritaline? Alors la Ritaline, c'est dans une autre pathologie. C'est dans les troubles de l'attention. Alors c'est vrai que les gens qui ont des troubles de l'attention peuvent développer ce qu'on appelle des troubles oppositionnels et sont plus vulnérables à certaines addictions. Donc si on donne de la Ritaline, c'est un très bon médicament, mais c'est la j'arrive jamais à prononcer, méthylphénidate, merci, je me mélange. Il y a différentes formes, hein, c'est très utile dans les troubles de l'attention. Et c'est pour ça qu'il faut chercher une pathologie sous-jacente. Il y a beaucoup de gens qui sont toxicomanes, qui ont un trouble de l'attention derrière. Donc il faut chercher cliniquement, comme je vous disais, des pathologies sous-jacentes. Si on reste que sur le symptôme, on va tourner en rond. Est-ce qu'il y a plus de facilité ou moins de facilité à sortir d'une addiction avec substance par rapport à une addiction sans substance, en sachant que dans la notion de sans substance, c'est tous les jours, c'est le quotidien, alors que dans la notion avec substance, on a besoin d'aller chercher une substance. Ouais, mais comme disait Martial, des bars, il y en a dans tous les coins de rue. Hein. Donc, à la télé, de l'alcool, il y en a partout. Donc, Pour sortir d'une addiction, que ce soit avec ou sans substance, la difficulté est la même, c'est la douleur de l'héroïnomane quand il est privé de sa substance, va peut-être pas être la même que la douleur du
chose du limite quand il est privé de nourriture. C'est le sevrage. Les douleurs du sevrage sont différentes. Mais après, l'addiction, la dépendance, ça peut être une dépendance psychologique. Il y a d'autres facteurs qui font que c'est très personne dépendante. Ça dépend du trouble de personnalité, ça dépend du contexte qu'il y a derrière, ça dépend de plein de choses. Mais le syndrome de sevrage est plus ou moins important selon certaines molécules, comme le craving est différent selon les molécules. Par exemple, c'est le problème de la cocaïne. Le craving est très très fort dans la cocaïne. Donc la difficulté de guérir, en tout cas d'essayer de guérir de l'un ou de l'autre avec cette substance ou sans substance, ne joue pas par rapport à ça. C'est très personne dépendante, c'est très situation dépendante. Et les médicaments, c'est une aide, mais c'est pour trouver de l'espace pour faire la psychothérapie, mais c'est un travail après conjoint des deux. Vous parliez des adolescents comme une fragilité. Quand un adolescent a été exposé en adolescence, il arrive à 50 balais, quelle est la possibilité de réparer ce qui a été fait quand il était ado? Alors, pareil, c'est personne dépendante. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait fumé un joint à l'adolescence, à 50 ans, il avait des troubles anxieux. C'est pour ça que je dis aux adolescents, vous êtes en chantier, c'est comme si vous construisez des murs, et puis vous tirez un bullet rouge sur le mur que vous êtes de la maison que vous êtes en train de construire. Il y a plus de risque que de faire une fission. Le meilleur âge pour prendre de la drogue, je vais vous dire, le meilleur âge pour prendre de la drogue, c'est la maison de retraite. Parce que le cerveau, il est construit. Ajouter quelque chose enfin, je viens du monde de l'anthropologie, sociologie et tout ça, et dans nos recherches, dans nos pensées, il y a un élément général par rapport à l'arrivée dans certainement dans le pays développé du premier monde, qui est le fait qu'il y a un élément social et culturel. Dans la société actuelle, l'individu est confronté à être constamment dévalorisé. C'est-à-dire, on n'est pas aussi beau que l'acteur de mode, on a pris trop de poids, on n'a pas de futur, c'est difficile de trouver du boulot, c'est le problème des jeunes. La frustration des jeunes les amène. Alors, on a des informations précises à travers les interviews. Ils les amènent à se dire, ben non, on s'en fout, on va se renvoyer en l'air parce qu'on n'a aucun espoir, des trucs comme ça. Donc, je crois que c'est très important à un certain moment de prendre en compte ça, surtout maintenant, parce que vous savez très bien, l'utilisation de la drogue et le drame qu'on vit maintenant, c'est quelque chose qui est développé dans les 50 dernières années dans nos pays. Vous vous souvenez, dans les années 70, il y avait cette fameuse campagne d'alcool, de prévention de l'alcool, qui disait un verre ça va, 3 verres ça vous jaune d'égal. Donc c'était quand même, vous voyez, bon, ben oui, on peut boire un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, on a tout un problème d'alcoolisme. Donc, je crois que surtout, si on pourrait arriver à travers c'est une politique, au fait, c'est au niveau de la grande politique, non, de mesurer l'information, de mesurer cet état d'esprit, au fait, de la société française dans ce cas. Moi, je connais assez bien parce que j'ai vécu aux États-Unis. C'est assez similaire, mais là-bas, ils sont en train de travailler plutôt sur ça. Il y a des grandes campagnes, non, pour faire que, par exemple, un des bons problèmes de la jeunesse, c'est que la famille a éclaté. On ne mange jamais à table toute la famille, chacun prend son plat et va partir regarder la télé. Encore en France, il y a quand même cette possibilité familiale, mais il y a le manque d'espoir. Il y a un manque terrible d'espoir. Il y a plein de choses dans ce que vous racontez, cette vie est difficile de répondre à tout. On oublie qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à l'école, on versait du vin. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au XXe siècle, l'espérance de vie a doublé, probablement grâce à toutes ces mesures hygiéniques, on a pu éliminer tous ces toxiques.
Notre société, pour être plus sociologique, notre société est très libérale, mais le piège de la liberté, c'est qu'on est seul. Et qu'on confond le fait d'être seul, en effet on est seul, parce que on est le capitaine de notre être, mais être seul au gouvernail de soi, ça ne veut pas dire être isolé. Alors il y a beaucoup d'isolement qui se fait, et que, notamment dans la culture française, je ne sais pas si c'est ça qui joue dans l'alcoolisation et dans les toxicomanies, mais on est beaucoup dans le résultat. Alors que dans les cultures anglo-saxonnes, on dit trompez-vous très vite, parce qu'on apprend à se tromper. Donc il y a une sorte d'angoisse de performance peut-être qui peut influer en France. Pendant longtemps, je croyais que la France, qui est un gros consommateur d'alcool et de cannabis, comme on a vu, je pensais que la formule sur la mairie était source de vulnérabilité, parce que comme je vous ai dit, être libre, c'est être seul, être égal, ça veut dire qu'on est interchangeable, et la fraternité n'était pas très importante. Donc pendant longtemps, je me racontais que c'était peut-être ça qui influait, mais en fait, je ne sais plus quel sociologue a dit que en France, c'est un pays où il y a le moins de fêtes nationales, qui fait de la cohésion sociale par rapport à d'autres pays. Et que peut-être qu'on est un peu plus isolé que dans d'autres pays, en tout cas en Europe. Alors, je ne sais pas quelle est la cause qui fait qu'on a ce problème d'addiction particulièrement en France, mais c'est des hypothèses possibles. Une dernière petite information, vous savez que ce problème d'addiction et tout ça est moins grave dans les pays du tiers-monde. On n'a pas ce type de drame. On fait les drogues, on les exporte. Mais par exemple, en Colombie, en Bolivie, il n'y a pas ce drame de dépendance et d'addiction. C'est pour ça qu'il y a des facteurs prédisposants, des facteurs d'entretien, comme je vous dis, il y a un contexte. D'ailleurs, il y a une expérience qui est très intéressante que je racontais tout à l'heure en aparté. On sait rendre dépendant des rats dans ce qu'on appelle des boîtes de Skinner. C'est-à-dire qu'on met un rat dans cette boîte d'expérimentation, et puis il appuie sur une pédale, il a sa drogue. Et on est capable de rendre toxicomane un rat. Puis un jour, il y a un gars, il s'est dit, est-ce que je vais pas le mettre dans une plus grande cage? Et là, les rats arrêtaient d'être toxicomanes. C'est-à-dire que le contexte influe. Et souvent, il y a plein de choses comme ça contextuelles qui influencent sur la consommation. C'est pour ça que la thérapie qu'on a essayé de vous montrer, la thérapie A, on dit que c'est une thérapie contextuelle. Une dernière question avant qu'on arrive bientôt au terme de notre soirée. Moi, je voulais poser une question, c'est quelle stupide, et vous avez parlé tout à l'heure de... Attendez, on va prendre le micro parce qu'on ne vous entend pas. Moi, je m'interroge par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à la liberté. Moi, j'ai un exemple d'une jeune femme que j'ai connue. Elle avait une vingtaine d'années, elle était alcoolique plus. C'est-à-dire que c'était vraiment dur d'avoir un espace, comme vous disiez, pour parler, pour parler avec elle. Et donc, j'avais évoqué le fait qu'elle rentre dans un centre et on m'a dit, il faut qu'elle le veuille. C'est la liberté de choix. Et moi, j'aime pas trop ça, enfin, ça m'a pas plu, parce que je me disais, elle est pas libre. Elle est déjà pas libre, comment elle peut choisir? Donc je veux savoir ce que vous en pensez. Parce qu'aujourd'hui elle est décédée, elle a laissé 4 enfants orphelins. Elle a une vie entre parenthèses de mère, parce que c'était passé de mec en mec, d'appartement en appartement. Et je me dis, où était sa liberté? Moi j'aurais préféré qu'elle soit dans un centre pendant un certain temps, qu'on lui apprenne un métier, qu'on ait son permis, qu'elle ait une psychothérapie, parce qu'elle n'était pas comme ça par hasard non plus. Donc voilà, moi, cette notion de liberté m'a beaucoup dérangée. En effet, ça aliène les drogues. Mais le problème de ce genre de centre que vous évoquez, premièrement, ça ne marche pas. Parce que les hospitalisations, quand les gens ne sont pas demandeurs de soins, ça ne marche pas. Et puis, le type de centre que vous évoquez n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc, ça ne marche pas de contraindre quelqu'un qui est... parce que souvent on a affaire à des familles qui disent mais hospitalisez-le, il n'en peut plus, c'est une larve, mais ça ne marche pas. Et puis comme je l'ai dit, même en prison on trouve toutes les substances qu'on veut. Donc dans tous les centres, dans tous les hôpitaux, on peut trouver toutes les substances qu'on veut. Et par exemple pendant longtemps on hospitalisait les gens qui souffraient d'anorexie
on les isolait, tout ça, on essayait de contrôler leur nourriture, mais il fallait faire attention que les pigeons ils grossissaient pas, que dans les tubes des lits la nourriture n'était pas cachée. Vous voyez, les gens qui sont addicts, ils sont très souvent plus forts que nous. Et c'est terrible parce qu'on est face aux mensonges, ils vont être père et mère des fois, et c'est quand ça touche quelqu'un de notre famille, c'est extrêmement douloureux. Et c'est toute la difficulté de ces pathologies, c'est d'arriver à construire cette alliance, et malheureusement, très souvent, on n'a pas forcément la clé, et c'est triste, il y a des histoires tristes comme vous racontez, mais on aimerait rêver des choses comme vous dites, mais comme je vous disais, premièrement, ça ne marche pas, et les centres comme ça n'existe pas, et on voit l'état de la santé aujourd'hui, et des lits d'hospitalisation qui se dégradent. Justement, ce qu'il n'y a pas du progrès à faire par rapport à une culture vraiment adaptée. Je sais que aujourd'hui, quand on va se faire des intoxités, vous sortez quand vous voulez, vous avez un bar en face de cet établissement, mais est-ce qu'on ne peut pas adapter justement des structures, par exemple des établissements où il n'y a pas de drogue, où il n'y a pas d'alcool Mais même en prison, ils n'y arrivent pas, donc comment voulez-vous qu'ils y arrivent? Même en prison, ils n'y arrivent pas. Parce qu'on pourrait, si on voulait. Ah, et pourtant, ils y veulent en prison, hein. Ils n'y arrivent pas. Non, ce qu'on ne peut pas enlever, c'est la relation avec... c'est ça, la relation de nos têtes fait avec l'alcool. Parce que même si on m'enferme, je ne peux pas supprimer cette relation avec ma tête. Et c'est ça qui va déclencher. Même si je suis privé, j'ai toujours cette relation qui est faite. Et c'est une bonne question que vous posez. Je trouve que la question de la liberté se questionne avec la personne. Et elle pourrait nous répondre, effectivement, j'ai la liberté, etc. On pourrait questionner, qu'est-ce que tu observes là-dedans? Et si je me place du côté de tes enfants, elle est où la liberté? Si je décentre un peu son regard à elle face à d'autres perspectives, si on regarde ça d'un autre point de vue, de la part de ce que tu aimes ou autre, comment ils voient la liberté eux, à ce moment-là? Et là, peut-être on peut commencer à faire bouger un petit peu, à rendre un peu plus flexible, parce que ça peut être une règle aussi mentale qui peut nous enfermer en disant je dois être libre, coûte que coûte, quoi, on ne me dit rien, quoi. Oui, c'est une règle mentale. Est-ce que ça fonctionne dans ta vie? Est-ce que ça t'apporte un mieux-être? Est-ce que ça améliore ta vie de suivre cette règle-là? Juste observe. Et peut-être que là, on va créer une espèce de flexibilité où la personne peut se dire, effectivement, oui, pour certaines choses, mais pour d'autres, non. Ah, elles sont aussi importantes, ces choses-là, pour toi? Oui. Et là, on peut travailler avec la personne sur ces questions, parce que nos têtes sont rigides, parce que nos têtes nous affirment des choses, et je crois que vous avez fait vous parliez sur de la prévention du suicide, que vous avez fait une dernière chose, nos têtes peuvent nous amener jusqu'à là, donc je veux dire, c'est nos têtes. Nos têtes sont assez puissantes pour nous amener là. Donc nous, on apprend un petit peu à assouplir ce qui se passe dans cette expérience intérieure qui nous guide en permanence. Et après, le cerveau, des fois je le dis avec des personnes qui sont dans l'addiction aussi, et je leur dis, si ce soir, là, tous ensemble, là, nous imaginons qu'on prend 60 €, là, okay, et on part au casino. Okay. Imaginons que tous, là, dans la salle, en 2 minutes, on perd tout. Est-ce que vous pensez qu'on aura le goût d'aller jouer dès demain matin? Non. Imaginons, je ne sais pas par quelle chose qui va se passer, mais on a tous 60 € et tous individuellement, on gagne 10 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que demain matin, on va se précipiter au casino encore? Non. On va profiter des 10 millions d'euros. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on gagne 70, 80. Et là, la pédale elle commence à fonctionner, quoi, de renforçateur. Et en fait, on renforce l'addiction comme ça. On gagne des petites mises chaque fois. Et c'est ces petites mises qui vont renforcer le comportement addictif. Ou compulsif pour la nourriture ou autre. Et ça, c'est le fonctionnement même de notre cerveau. Donc il faut apprendre à assouplir ces formes-là et les rendre différentes et agir avec psychothérapie. Voilà. Alors juste pour conclure, si ce que vous avez écouté vous a intéressé, en tout cas, moi je mets des informations médicales sur un Facebook à mon nom, pour tout ce qui est relation avec l'entreprise, le monde de l'entreprise sur LinkedIn. Je pratique aussi la méditation, et le 15 juin, il y a la journée internationale de la méditation pleine conscience, et je m'occupe d'une association qui s'appelle S'asseoir ensemble. De temps en temps, on fait des événements ici, mais il y en a un peu partout en France. J'ai un blog qui s'appelle le blog Appalable, aussi on trouve plein de sujets divers et variés sur plein de thèmes de psychologie et tout ça.
Présence, c'est aussi un site de méditation sur Facebook qui est gratuit pour tout le monde, mais c'est aussi une application qui est solidaire, où il y a plein de programmes de méditation. Pour ma part, j'en ai fait une sur la respiration, sur Présence. Et Petit Bambou, vous connaissez probablement cette application de méditation. Et j'ai fait un programme de méditation qui s'appelle Sommeil Serein pour favoriser l'endormissement, qui est aussi un grand sujet de souffrance et qui peut amener à des addictions de somnifères. Bon, merci beaucoup de votre accueil et merci d'avoir participé à ces questions. Merci aussi à notre association pour l'invitation. Alors, on peut remercier nos invités, merci beaucoup. Merci aussi à vous tous pour votre